Lyon, novembre 2024. Le brouillard se traîne sur le Rhône comme un linceul humide, s'insinuant dans les moindres fissures de la vieille bâtisse où nous venons de nous installer. On dit que les murs des vieux quartiers ont des oreilles, mais ici, rue de la Grande Côte, ils semblent surtout avoir des secrets. Moi, Héloïse, j'ai passé ma vie à enseigner la grammaire et la rigueur à des générations d'élèves. Mais face au silence de cet appartement, je me sens comme une écolière terrifiée. Léo dort dans la pièce d'à côté. C'est mon souffle, ma dernière boussole, depuis que mon fils, son père, nous a été arraché par un chauffard, un soir de pluie identique à celui-ci. Sa mère, elle a fui la douleur et ses responsabilités, préférant les bras d'un autre au berceau de son enfant. Alors, j'ai juré de protéger Léo, de le protéger de tout, du froid, de l'oubli et surtout des ombres. Et l'ombre la plus inquiétante de cette rue porte un nom, Monsieur Jean. Depuis notre arrivée, ce bruit ne me quitte plus. Toc, toc, toc. Un martèlement métallique, sec, rythmé, qui remonte de la cave située juste sous la chambre de Léo. Un antre sombre, dont l'entrée est jonchée de débris de ferraille et de bois mort. Jean y vit en ermite, les mains noires de cambouis, le regard fuyant derrière des sourcils broussailleux qui lui donnent l'air d'un rapace aux aguets. « Mamie, pourquoi l'homme d'en bas travaille quand tout le monde dort ?» m'a demandé Léo ce matin, les yeux fixés sur la trappe du parquet. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Je l'ai écarté brusquement de là. Ne t'approche jamais de cet homme, Léo, jamais. C'est un homme brisé qui pourrait briser les autres. Je sais ce que l'on murmure au marché de la Croix-Rousse. On dit que Jean a toujours été spécial, qu'il attire les enfants avec des babioles pour combler un vide que personne n'ose nommer. La semaine dernière, j'ai trouvé un petit cheval de bois posé sur notre paillasson. Un objet magnifique, trop parfait pour être honnête. Je l'ai jeté à la poubelle sans hésiter. À mon âge, on sait que rien n'est gratuit, surtout pas la gentillesse d'un inconnu qui se terre dans l'obscurité. Pourtant, ce soir, l'inquiétude a laissé place à une peur viscérale. En rentrant de l'école, Léo n'avait plus son écharpe rouge, celle que j'avais tricotée avec tant de soin. Il a bégayé, ses joues sont devenues écarlates. « Je l'ai fait tomber près de la grille du sous-sol », a-t-il chuchoté. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis descendue, le cœur battant à tout rompre, prête à affronter le diable. Devant la porte basse de la cave, une odeur de térébenthine et de tabac froid m'a saisi à la gorge. J'ai jeté un coup d'œil par la petite lucarne encrassée. Dans la pénombre, à la lueur d'une lampe à pétrole vacillante, j'ai vu Jean. Il tenait l'écharpe de mon petit-fils, mais il ne la nettoyait pas. Il la serrait contre son visage, les yeux fermés, dans une sorte de transe mélancolique qui m'a glacé le sang. À ce moment précis, j'en étais convaincu. Cet homme est un prédateur de souvenirs, un voleur d'innocence. Je suis remonté 4 à 4, verrouillant la porte à double tour. Demain, j'irai voir la police. Je ne laisserai pas cet homme s'approcher de la seule raison qui me retient encore en vie. Peu importe ce qu'il fabrique dans son antre, pour moi, Jean est le monstre qui rôde sous nos pieds. Mais dans le silence de la nuit lyonnaise, le martèlement a repris. Toc, 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 comme un compte à rebours avant l'explosion. Le lendemain, le ciel de Lyon s'était habillé d'un gris d'acier, pesant et implacable. J'avais mal dormi. Chaque craquement du vieux parquet me semblait être une intrusion. Chaque sifflement du vent dans la cheminée, un murmure de cet homme d'en bas. Léo était silencieux au petit déjeuner. Il fixait son bol de chocolat chaud avec une mélancolie qui n'est pas de son âge. C'est ce silence qui m'a poussé à bout. Je ne pouvais plus attendre que la police daigne s'intéresser à un vieil homme excentrique. Il fallait que je brise ce lien invisible qu'il tissait autour de mon petit-fils.
Après avoir déposé Léo à l'école, je ne suis pas rentrée. Je suis restée devant la porte cochère, attendant que l'ombre sorte de son antre. À 10 heures, la porte basse grinça. Jean apparut, emmitouflé dans son manteau de laine bouillie, un sac en toile à la main. Il marchait courbé, le regard rivé sur ses chaussures usées. « Monsieur Jean !» ai-je lancé, ma voix claquant comme un fouet dans la rue des Herpes. Il sursauta, s'arrêtant net. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Ses doigts se crispèrent sur la lanière de son sac. « Madame Héloïse !» murmura-t-il d'une voix enrouée, presque inaudible. « Ne faites pas l'innocent avec moi !» ai-je craché en m'approchant, la colère brûlant mes poumons. « Je vous ai vu hier soir. Je sais que vous avez pris l'écharpe de Léo. Je sais que vous essayez de l'attirer chez vous avec vos jouets de malheur. » Il leva enfin le regard. Ce n'était pas le regard d'un prédateur, mais celui d'un homme qui regarde un abîme. Il semblait désorienté, ses lèvres tremblaient légèrement. « L'écharpe, je voulais juste la lui rendre, madame. Elle était mouillée, je l'ai séchée près du poêle. »« Mensonge !» ai-je hurlé, attirant l'attention d'une voisine qui ouvrait ses volets. « Vous êtes un homme dangereux. Pourquoi un vieil homme seul passerait-il ses nuits à fabriquer des jouets s'il n'avait pas une idée derrière la tête ? Restez loin de mon petit-fils, ou je vous jure que je ferai en sorte que vous finissiez vos jours derrière les barreaux, et non pas dans votre cave infecte. » Jean resta muet. Il ne se défendit pas, il ne s'énerva pas, il se contenta de reculer d'un pas, comme si mes mots étaient des coups physiques. Son silence m'exaspéra encore plus. Je fis un geste brusque vers son sac en toile, le bousculant au passage. Le sac tomba au sol, s'ouvrant partiellement. Mon cœur manqua un battement. Ce qui s'en échappa n'était pas des outils, mais une vieille poupée de porcelaine au visage brisé et un petit camion de pompier miniature rouillé, identique à celui que mon fils adorait quand il était petit. « Vous volez même les ordures maintenant ?» ajoutai-je avec mépris. Il ramassa les objets avec une lenteur infinie, une tendresse presque insupportable à regarder. « Ce ne sont pas des ordures, madame, ce sont des promesses cassées que j'essaye de tenir. » Il fit demi-tour et s'engouffra de nouveau dans son sous-sol sans un mot de plus. Je restai là, seule sur le trottoir froid, tremblante de rage et d'une étrange incertitude que je refusais de nommer. En rentrant, je découvris que Léo avait caché sous son lit un petit carnet de croquis. À l'intérieur, il y avait des dessins du sous-sol de Jean. Ce n'était pas une prison sombre, c'était un palais de bois et d'engrenages. C'est là que j'ai compris. La bataille pour l'âme de mon petit-fils ne faisait que commencer, et mon ennemi ne se battait pas avec des armes, mais avec des rêves de bois. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le danger ne venait pas de l'homme d'en bas, mais de l'autre côté des Alpes, là où une femme sans cœur préparait son retour. Le silence de Jean après ma violente attaque m'avait laissé un goût de cendre dans la bouche. Une femme de ma génération sait que le silence est soit le refuge de l'innocence, soit la forteresse du crime. Incapable de rester dans l'incertitude, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Si cet homme représentait une menace pour Léo, je devais déterrer ses racines. Le lendemain, j'ai laissé Léo à la garde d'une amie et je me suis rendue aux archives municipales, un bâtiment austère près de l'hôtel de ville. J'y ai passé des heures, mes doigts feuilletant nerveusement des journaux jaunis par le temps, inhalant cette odeur de papier vieux qui ressemble à celle des regrets. Je cherchais un nom, Jean Marchand. Et soudain, l'histoire m'a sauté au visage, brutale, comme un accident de plein fouet. Une manchette datée du 26 décembre 1984, drame de Noël, un enfant périt dans la tempête. Mes yeux ont dévoré les lignes avec une angoisse croissante. Un petit garçon de 7 ans, prénommé Pierre, était sorti en pleine nuit, bravant un blizzard historique pour trouver quelqu'un capable de réparer son jouet préféré, un petit train en bois dont l'essieu était brisé.
Son père, un artisan réputé pour son perfectionnisme, avait refusé de le réparer ce soir-là, accablé par les commandes de clients fortunés. Le corps de l'enfant avait été retrouvé le lendemain matin, à quelques mètres seulement d'un atelier de menuiserie fermé. Le nom du père était Jean Marchand. Une photo accompagnait l'article. J'y ai reconnu, malgré les 40 ans d'écart, ce regard brisé. Mais sur le cliché, Jean n'était pas l'ermite du sous-sol, c'était un homme fier, élégant, dont le monde venait de s'effondrer. L'article mentionnait également que sa femme, incapable de supporter la vue d'un mari qu'elle jugeait responsable de la mort de leur fils, l'avait quitté quelques semaines plus tard, emportant avec elle les derniers lambeaux de leur foyer. Je suis resté immobile devant la table en chêne, le cœur lourd d'une vérité que je n'étais pas prêt à porter. Jean n'était pas un prédateur, c'était un condamné. Sa cave n'était pas un repère, c'était sa cellule de prison, et chaque jouet qu'il réparait était une tentative désespérée de racheter une minute de ce soir de Noël 1984. En rentrant chez moi, je me suis arrêté devant la grille de son sous-sol. Je ne ressentais plus de colère, mais une peur d'un autre genre, la peur de m'être trompé si cruellement. J'ai pensé à mon propre fils, à la brutalité de sa disparition et à la chance que j'avais d'avoir Léo. Jean, lui, n'avait plus rien. Soudain, mon téléphone a vibré dans mon sac. Un numéro inconnu, un indicatif italien. « Allô, Héloïse ? C'est Clara. » La voix de ma belle-fille était froide, dénuée de toute émotion, comme si elle ne m'avait pas abandonnée avec un nourrisson il y a 5 ans. Je reviens à Lyon la semaine prochaine, avec mon avocat. Il est temps que je récupère ce qui m'appartient. Prépare les affaires de Léo. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. La menace ne venait pas d'en bas, du vieil homme aux mains sales. Elle venait de la lumière, de la loi et d'une femme qui n'avait jamais aimé mon petit-fils. À cet instant, les coups sourds du marteau de Jean au loin ne me semblaient plus effrayants. Il sonnait comme une marche funèbre, ou peut-être, pour la première fois, comme un appel au secours. La voix de Clara résonnait encore dans ma tête comme une sirène d'alarme stridente. Toute la nuit, je n'avais pu fermer l'œil. Debout devant la fenêtre, je regardais les rues de Lyon endormies, me demandant comment la vie pouvait être aussi cruelle. J'avais passé 5 ans à recoller les morceaux brisés de la vie de Léo, et voilà que cette femme, qui l'avait jeté aux oubliettes, revenait réclamer ses droits de propriété comme si ce petit être était un meuble dans un divorce coûteux. Le lendemain matin, la tension se lisait sur mon visage. Léo, avec cette sensibilité innée des orphelins de père, me regardait avec inquiétude. « Mamie, pourquoi tes yeux sont tout rouges? Tu as encore pleuré pour papa ?» J'essayai de sourire, mais mes mains tremblantes en versant le lait me trahirent. « Ce n'est rien, mon chéri. Ta grand-mère est juste un peu fatiguée à cause du changement de temps. » Une fois Léo partit à l'école, je reçus une lettre d'un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville. Clara ne bluffait pas. Elle arguait que j'étais trop vieille, que la situation économique d'une enseignante retraitée ne suffisait pas à garantir l'avenir de Léo, et que l'équilibre psychologique de l'enfant était menacé par la vie dans un quartier vétuste, auprès de voisins au profil douteux. Les mots étaient froids et tranchants comme des bistouris. Ils transformaient mon amour en une toxicité imaginaire. L'après-midi même, en allant chercher Léo, je vis une voiture de luxe noire garée juste devant notre porte. Clara était là, vêtue de marques prestigieuses, ses lèvres rouges vifs contrastant avec ma pâleur. Elle ne daigna même pas me regarder. Elle se pencha vers Léo avec un sourire factice. « Léo, tu te souviens de maman ? Je suis revenue pour t'emmener en voyage. Tu veux aller en Italie ?» Léo recula, se réfugiant derrière les pans de mon manteau.
Il serra ma main de toutes ses forces, ses petites paumes moites de peur. « Je ne veux aller nulle part, je reste avec mamie. »« Nous verrons ce que le tribunal en pense, Héloïse, » lança Clara en se tournant vers moi, le regard flamboyant de colère. « Tu ne pourras pas le garder éternellement dans cette cage à oiseaux délabrée. » Après son départ, je me sentis comme une tour sur le point de s'effondrer. Je m'écroulais sur une chaise, les larmes coulant enfin. C'est à ce moment-là que je réalisais que Léo avait disparu. Il n'était ni dans sa chambre, ni dans la cuisine. Mon cœur se serra de terreur. Je me précipitai dans le couloir, criant « Léo, Léo !» dans le vide du bâtiment. Mon instinct mena là où j'avais juré de ne plus jamais mettre les pieds, la porte de la cave de Jean. Je poussai la porte brusquement. Il n'y avait ni cri ni chaos. Sous la lumière chaude des ampoules à filaments, au milieu de milliers de copeaux de bois et d'engrenages, Léo était assis sur un tabouret haut. Jean se tenait à ses côtés, guidant patiemment l'enfant pour épousseter, avec un petit pinceau, une ancienne maquette de manège. Il ne parlait pas. Il régnait un silence étrange, une compréhension mutuelle entre ces deux êtres, l'un vieux, l'autre jeune, tous deux portant des blessures que le monde extérieur ne pouvait comprendre. Jean m'aperçut. Il n'afficha ni triomphe ni colère. Il désigna simplement une chaise en bois à côté de lui. L'enfant avait peur, madame. Il avait besoin de quelque chose qui puisse être réparé. Le monde là-haut est trop complexe pour lui, mais ici, chaque rouage a sa place. Je regardai Jean, puis Léo. Pour la première fois depuis des années, je vis les épaules de mon petit-fils se détendre. J'entrai, non pas pour l'arracher à cet endroit, mais pour y trouver un appui. Je m'assis sur le bois rugueux, et l'odeur de séhure et d'huile me parut soudainement d'un inouï réconfort. « Clara est revenue » murmurai-je d'une voix brisée. « Elle veut me le prendre. » Jean arrêta son geste. Il posa son ciseau sur l'établi et regarda ses mains calleuses. La loi peut être puissante, mais elle ne comprend rien à l'attachement. Ne laissez pas votre peur le blesser une seconde fois. Pour la première fois, je réalisais que Jean n'était pas l'ennemi. Il était le miroir de ma propre souffrance, mais lui avait trouvé un moyen de vivre avec. Cependant, la paix fut de courte durée. Des coups violents retentirent à la porte d'entrée, là-haut. La police. Clara les avait appelés, dénonçant que je laissais Léo fréquenter un homme dangereux dans un sous-sol illégal. La véritable bataille venait de commencer. L'irruption de la police dans l'atelier de Jean fut d'une violence symbolique insupportable. Les bottes des gendarmes claquaient sur le sol en terre battue, brisant la sérénité fragile que nous venions de trouver au milieu des copeaux de bois. Clara se tenait derrière eux, un mouchoir de soie à la main, jouant la comédie de la mère éplorée devant les officiers. « Vous voyez ?» criait-elle, la voix aiguë et théâtrale. « Mon fils est enfermé dans une cave insalubre avec cet homme étrange. C'est une mise en danger délibérée. » Léo s'agrippa à la main rugueuse de Jean, ses yeux écarquillés par une terreur que je ne lui avais jamais connue. Je vis le corps de Jean se raidir. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte de résignation ancestrale, comme s'il s'était attendu à ce que le monde vienne un jour inévitablement lui arracher sa dernière paix. « Madame Héloïse, veuillez écarter l'enfant », ordonna le brigadier avec une froideur bureaucratique. « Nous devons procéder à un contrôle d'identité et de sécurité. » Je me levai, la dignité comme seule armure face à l'injustice. « Ce n'est pas une cave, monsieur le brigadier, c'est un atelier d'art, et cet homme est mon ami. Léo n'a jamais été autant en sécurité qu'ici, loin de la vénalité de ceux qui l'ont abandonné. » Le mot « ami » resta suspendu dans l'air, lourd de sens. Jean tourna la tête vers moi, une lueur d'incrédulité et de gratitude brillant dans ses yeux embrumés. Clara laissa échapper un rire méprisant, un son sec qui résonna contre les murs de pierre. L'affaire ne resta pas là.
2 jours plus tard, je fus convoqué devant le juge aux affaires familiales pour une audience d'urgence. Clara avait déposé une plainte pour défaut de surveillance et mise en contact avec une personne aux antécédents douteux. Elle avait fouillé mon voisinage. Elle savait désormais tout pour le drame de 1984. Elle comptait utiliser la mort du fils de Jean pour prouver son instabilité mentale et, par extension, ma propre négligence. La veille de l'audience, Jean vint frapper à ma porte. C'était la première fois qu'il osait monter dans mon appartement. Il tenait entre ses mains tremblantes une boîte en chêne sombre, polie par les années de regret. « Je ne peux pas témoigner à votre place, Héloïse, dit-il d'une voix sourde, presque brisée. Mon passé est une tâche que la justice ne nettoiera jamais. Mais vous avez encore une chance de sauver ce qu'il reste de cette famille. » Il posa la boîte sur la table. « C'est tout ce qu'il me reste de ma femme, Marie. Après la mort de notre Pierre, elle m'a écrit tous les jours avant de s'éteindre de chagrin. Dans ses lettres, elle explique que je ne suis pas un monstre, mais un homme qui a trop aimé. Montrez-les au juge. Montrez-leur que l'ombre de cet atelier n'est pas un crime, mais un refuge. » Le lendemain, dans la salle d'audience glaciale du tribunal de Lyon, je fis face à Clara et son avocat. Ils parlèrent de chiffres, de mètres carrés et de normes sociales. Quand vint mon tour, je ne parlais pas de ma retraite ni de mes droits de grand-mère. Je posais la boîte de Jean sur le pupitre. Je racontais l'histoire de 2 deuils qui s'étaient rencontrés pour protéger un enfant. Le juge prit une des lettres de Marie. Le silence qui suivit fut éternel. Clara trépignait, déjà déconnectée de la réalité humaine du procès. Le verdict tomba comme un sursis. Léo restait chez moi en attendant une enquête approfondie. Mais en sortant du tribunal, je vis Clara murmurer à l'oreille d'un homme sombre. Je compris que si la loi ne lui donnait pas l'enfant, elle viendrait le chercher elle-même. Le calme qui suivit l'audience était trompeur. Une de ces lourdes accalmies qui précèdent les orages de grêle sur les collines du Lyonnais. Clara n'était pas femme à accepter la défaite. Sa colère, dissimulée sous un vernis de mondanité, s'était transformée en une détermination obscure. Elle ne voulait pas de l'amour de Léo. Elle voulait gagner, à n'importe quel prix. Ce soir-là, une pluie verglaçante s'était abattue sur la ville, transformant les pavés de la rue de la Grande Côte en une patinoire d'ébène. Vers 22 heures, alors que Léo dormait enfin, un fracas retentit. Ce n'était pas le code discret de Jean, c'était le bruit d'un bélier humain contre ma porte. L'appartement fut envahi en quelques secondes. 2 silhouettes massives, dissimulées sous des capuches sombres, s'engouffrèrent dans le couloir. Ils ne cherchaient pas d'argent. Ils se dirigèrent avec une précision effrayante vers la chambre de mon petit-fils. « Laissez-le !» hurlai-je en me jetant sur le premier homme. D'un geste brutal, il me repoussa contre le buffet. Le fracas du cristal brisé se mêla à mes cris. Je vis l'un des individus ressortir de la chambre portant Léo emmitouflé dans une couverture, hurlant de terreur. Ils se précipitèrent vers l'escalier, pensant la fuite facile dans l'obscurité du vieil immeuble. C'est alors qu'une ombre surgit du palier inférieur. C'était Jean. Il ne tenait aucune arme à feu, seulement un lourd serre-joint en acier, un outil de son atelier qu'il maniait comme un sceptre de justice. Son visage n'était plus celui du vieillard voûté que je connaissais. Ses yeux brûlaient d'une fureur sacrée, celle d'un homme qui refuse de voir l'histoire se répéter. « Posez l'enfant !» ordonna Jean, sa voix grondant comme le tonnerre dans l'étroit escalier colimanin. Les ravisseurs ricanèrent, et l'un d'eux sortit une lame. Le combat fut d'une sauvagerie inouïe. Jean, malgré ses 72 ans, se battait avec l'énergie du désespoir, encaissant les coups pour bloquer le passage.
Il était devenu le rempart de chêne qui rien ne pouvait briser. « Héloïse, prenez Léo !» rugit-il alors qu'il s'agrippait à la gorge de l'un des assaillants. Dans le chaos, je parvins à arracher Léo des bras du second homme, déstabilisé. Nous nous réfugiâmes dans l'appartement, verrouillant ce qu'il restait de la porte de mes mains tremblantes. Dehors, le vacarme de la lutte se poursuivit, suivi par le bruit sourd d'un corps dévalant les marches de pierre. Quand le silence revint enfin, entrecoupé par les sirènes lointaines de la gendarmerie, j'ouvris la porte. Jean était assis sur la dernière marche, le dos contre le mur froid. Son manteau était déchiré et une plaie profonde marquait son front, mais il souriait. À ses pieds gisait le couteau brisé de l'agresseur. Léo s'échappa de mes bras et courut vers lui. Le vieil homme l'enveloppa de ses bras tachés de sang et de sciure. Pour la première fois depuis 40 ans, l'enfant n'était pas mort dans la neige. Jean avait enfin sauvé son fils à travers le mien. Cependant, alors que les gyrophares bleus commençaient à balayer les façades de la rue, Jean s'affaissa lentement. Son cœur, éprouvé par des décennies de chagrin et cet ultime combat, venait de rendre les armes. Je le retins contre moi, hurlant que l'aide arrive, comprenant que le prix de notre liberté était peut-être sa propre vie. L'hôpital de la Croix-Rousse, avec ses longs couloirs baignés d'une lumière crue, était devenu notre purgatoire. Derrière les doubles portes battantes de l'unité de soins intensifs, Jean luttait contre un infarctus massif. Léo, blotti contre moi sur un banc de sky froid, refusait de lâcher le petit ours en peluche que Jean avait réparé quelques jours plus tôt. Grâce à l'intervention héroïque de Jean, Clara avait été interceptée à la frontière italienne alors qu'elle tentait de fuir. Ses complices, capturés par la police lyonnaise, n'avaient pas tardé à la dénoncer. La justice allait enfin s'abattre sur elle, mais pour moi, la seule sentence qui comptait se jouait ici, au rythme des moniteurs cardiaques. Vers 4 heures du matin, un médecin sortit, le visage marqué par une fatigue immense. Il est stable, mais son cœur est à bout de souffle. Le choc a été d'une violence inouïe pour un homme de son âge. Il est désormais dans un coma artificiel. Le lendemain, je dus retourner à l'appartement pour récupérer quelques affaires. En passant devant la grille du sous-sol, je vis les scellés de Rapolis. Pourtant, une impulsion irrésistible me poussa à regarder par la lucarne encrassée. La lampe de l'établi était restée allumée. Au centre de la pièce, un grand objet était recouvert d'un drap de lin blanc. Je savais que je n'en avais pas le droit, mais j'utilisais le double des clés que Jean m'avait confiées au cas où, quelques jours plus tôt. L'air de l'atelier était chargé de l'odeur rassurante de la sciure et du vernis. Je m'approchai de l'établi et soulevai le drap d'une main tremblante. Mon souffle se coupa net. Ce n'était pas un simple jouet, c'était une maquette monumentale de notre quartier, une œuvre d'une précision chirurgicale réalisée à l'échelle. Chaque fenêtre, chaque pavé de la rue de la Grande Côte y était représenté. Mais ce qui me fit monter les larmes aux yeux, c'était le mécanisme central. En actionnant une petite manivelle d'ébène, une scène s'anima sous mes doigts. Une petite figurine de femme, moi avec mon chignon gris et mon écharpe bleue, et un petit garçon, Léo, marchaient main dans la main vers une maison dont la porte s'ouvrait sur un vieil homme qui les attendait, les bras ouverts. Sous la maquette, je découvris une liasse de documents juridiques officiels. Jean n'était pas seulement un artisan de bois, il était devenu un bâtisseur d'avenir. Il avait passé les 6 derniers mois à travailler avec un notaire. N'ayant plus aucune famille, il avait fait de Léo son héritier universel. L'atelier, ses économies de toute une vie et surtout cette bâtisse dont il possédait en réalité la moitié des murs appartenaient désormais à mon petit-fils. Jean avait tout verrouillé pour que nous ne manquions de rien, pour que Clara ne puisse jamais utiliser notre précarité contre nous. Au milieu des papiers, une petite note manuscrite m'était adressée. « Héloïse, vous m'avez redonné un nom avant que je n'oublie qui j'étais. Si je ne reviens pas de mon propre hiver, apprenez à Léo que les choses brisées peuvent non seulement être réparées, mais devenir plus fortes qu'avant.
Je restais là, dans le silence sacré de l'atelier, à regarder cette petite figurine de moi-même. J'avais passé ma vie à enseigner la rigueur des mots, mais Jean, sans une parole, venait de m'enseigner la grandeur du sacrifice. Je devais maintenant faire l'impossible pour que cet homme revienne à la vie et voie son œuvre, non pas une maquette de bois, mais une famille enfin debout. L'unité de soins intensifs était un sanctuaire de verre et de métal où le temps semblait s'être figé, suspendu au bip monotone et impitoyable des moniteurs. Jean y reposait, immobile, sa silhouette n'étant plus qu'une frêle carcasse de souvenirs reliée à des machines. Les médecins, avec leur retenue habituelle, se montraient pessimistes. Le corps survit, mais l'esprit semble avoir déposé les armes, m'avait-il confié. Léo, cependant, refusait cette fatalité. Il ne pleurait pas. Il affichait cette détermination farouche des enfants qui croient encore que la volonté pure peut faire fléchir le destin. « Mamie, je sais comment le réveiller », m'a-t-il murmuré un soir, alors que le personnel nous accordait quelques minutes de plus. Le lendemain, dissimulé sous mon manteau, j'ai introduit clandestinement dans la chambre d'hôpital un objet sacré récupéré sur l'établi de la cave, le petit train en bois de pierre. Ce jouet, celui-là même que Jean avait mis 40 ans à achever, était l'unique clé de sa mémoire. Léo s'est approché du lit. Il a pris la main de Jean, cette main froide, tachée de vieux vernis, entre ses petites mains chaudes. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a simplement posé le petit train sur le drap blanc, tout près de l'oreille du vieil homme, et il a commencé à actionner le mécanisme à remontoir. Clic, clic, clic. Le bruit sec et rythmé du ressort résonnait dans la chambre stérile, brisant le silence clinique. C'était le son de la vie de Jean, le métronome de ses nuits de veille, l'écho de son amour pour le fils qu'il n'avait pas pu sauver autrefois. « Monsieur Jean, écoutez !» chuchota Léo d'une voix cristalline. « Le train est prêt, il attend que vous le conduisiez. On a encore tant de choses à réparer, vous savez. Ma voiture rouge a perdu une roue, et la boîte à musique de mamie est muette. » Je fixais le moniteur cardiaque, les yeux brûlants. La ligne restait désespérément régulière. Je sentais un nœud me serrer la gorge, me demandant comment j'allais expliquer à cet enfant que les miracles ne se produisent souvent que dans les pages des livres qu'on lit à la lueur d'une lampe de chevet. Mais Léo ne lâcha pas prise. Il remonta le jouet une deuxième fois, puis une troisième. « Papa est parti dans les étoiles, monsieur Jean. Je ne veux pas que vous partiez aussi. Qui va m'apprendre à parler au bois si vous fermez les yeux ?» Soudain, le bip du moniteur s'accéléra. Très légèrement, mais suffisamment pour que l'infirmière qui entrait pour nous faire sortir s'arrête net. Les doigts de Jean, ces doigts d'artisan qui avaient sculpté tant de joie pour les enfants pauvres de Lyon, tressaillirent. Un mouvement infime, comme le frisson d'une feuille avant le printemps. Puis, dans un souffle si ténu qu'on aurait pu le confondre avec un courant d'air, ses paupières papillonnèrent. Jean ne se réveilla pas d'un sursaut, il revint lentement des profondeurs, comme un plongeur remontant à la surface d'un océan d'oubli. Ses yeux se posèrent sur Léo, puis sur le petit train en bois posé sur son torse. Une larme, une seule, roula sur sa joue parcheminée pour aller se perdre dans les draps. Il ne pouvait pas encore parler, mais sa main, avec une force surprenante, serra la sienne de mon petit-fils. À ce moment précis, j'ai compris que la médecine pouvait réparer la chair, mais que seul le besoin d'être aimé pouvait ramener une âme à la rive. Jean n'avait pas survécu pour lui-même. Il était revenu parce qu'un petit garçon l'attendait pour donner un sens à ses vieux jours. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur les leurs. Pour la première fois depuis la mort de mon propre fils, je n'avais plus l'impression d'être une veuve solitaire luttant contre les ombres. Nous étions trois, une famille étrange, bancale, cicatrisée, mais miraculeusement debout. Pourtant, la paix n'était pas encore totale. À l'extérieur, les conséquences juridiques de la chute de Clara commençaient à se faire sentir, et un secret encore plus ancien s'apprêtait à frapper à la porte de Jean.
Jean était revenu à la rue de la Grande Côte, mais il n'était plus le même homme. Son atelier, autrefois perçu comme une crypte secrète et inquiétante, était désormais baigné d'une lumière de renaissance. Nous y passions nos après-midi, lui sur son fauteuil roulant, guidant avec patience les mains curieuses de Léo, moi lisant à haute voix des classiques français pour combler les silences de la convalescence. Nous formions un trio improbable, une enclave de paix au cœur du tumulte de Lyon. C'est alors qu'un matin de décembre, une lettre arriva. Elle ne portait ni le sceau d'un tribunal, ni le nom d'un avocat. L'enveloppe était ambrée de Suisse, d'une écriture élégante, penchée et fragile, que Jean reconnut à l'instant même où ses doigts effleurèrent le papier. C'était une lettre posthume de Marie, sa femme disparue 40 ans plus tôt. Elle l'avait confiée à un notaire lausannois avec l'instruction formelle de ne la remettre qu'à sa propre mort, ou si Jean retrouvait la lumière. Marie y révélait un secret qu'elle avait emporté dans sa tombe par pudeur, par douleur, et peut-être par une forme de protection désespérée. Elle n'était pas partie seule en 1985. Elle avait découvert, juste après avoir quitté Lyon dans le sillage de la mort de Pierre, qu'elle était de nouveau enceinte. Elle avait élevé une fille, Sophie, dans le silence majestueux des montagnes suisses, craignant que Jean, brisé et hanté par le fantôme de son fils, ne soit plus capable d'aimer sans détruire. Sophie avait maintenant 39 ans. Elle était là, à Lyon, et souhaitait rencontrer ce père qu'elle avait cru mort dans les méandres de l'histoire familiale. Le choc fut un séisme pour Jean. La joie sauvage d'apprendre l'existence d'une fille se heurtait à l'immense amertume de 40 années de solitude inutile. Mais pour moi, le dilemme était plus intime. Si Jean retrouvait sa propre chair, qu'adviendrait-il de notre petite famille improvisée? Sophie viendrait-elle réclamer son dû? Verrait-elle en Léo et moi des étrangers qui s'étaient approprié le cœur et les biens d'un vieil homme affaibli? Héloïse, je ne sais pas si j'ai à force de regarder un autre enfant dans les yeux sans y voir tout ce que j'ai manqué, me confia Jean ce soir-là, tandis que les flammes de la cheminée dansaient sur son visage. On ne répare pas seulement le bois, Jean, lui répondis-je doucement. On répare aussi les lignées. Vous devez lui ouvrir la porte. La rencontre eut lieu dans un petit café discret de la place Bellecour. Sophie ressemblait à Marie d'une manière troublante. Le même port de tête altier, les mêmes yeux clairs qui semblaient sonder l'âme. Je restai volontairement en retrait, le cœur serré, observant cette scène comme on regarde un film dont on craint la fin. Mais le miracle ce jour-là ne fut pas celui que j'attendais. Sophie ne venait pas pour réclamer un héritage ou des excuses, elle venait parce qu'elle avait elle aussi traversé le deuil et qu'elle cherchait une ancre dans la tempête de sa propre vie. Quand elle vit Léo courir vers Jean et l'appeler « grand-père Jean », son regard ne s'assombrit pas de jalousie. Au contraire, il s'illumina d'une infinie gratitude. « Merci d'avoir pris soin de lui quand je n'étais pas là pour le faire », me glissa-t-elle à la fin de l'après-midi. À cet instant précis, je compris que notre famille de cœur ne risquait pas de s'effondrer, mais de s'étendre. Jean n'était plus seulement le vieil homme de la cave ou le sauveur de mon petit-fils, il était le centre d'un univers où chaque pièce, aussi abîmée soit-elle, finissait par trouver son engrenage parfait. Pourtant, il restait un dernier acte à jouer. Noël approchait, et avec lui le jugement définitif de Clara. Nous devions nous préparer à affronter le passé une ultime fois pour que notre futur ne soit plus jamais menacé. Le 24 décembre 2024, Lyon s'était paré de ses plus beaux atours de givre et de lumière. Les échos de la fête des Lumières scintillaient encore sur les façades des vieux immeubles, mais pour nous, la véritable clarté ne venait pas des guirlandes électriques, elle émanait de l'intérieur, de ce foyer que nous avions rebâti sur des ruines. Le procès de Clara s'était achevé quelques jours plus tôt, marquant la fin d'un long hiver judiciaire. Face aux preuves accablantes de la tentative d'enlèvement et aux témoignages calmes mais implacables de Sophie, ma belle-fille avait été déchue de ses droits parentaux. Elle était désormais une ombre lointaine, prisonnière de sa propre amertume.
Léo était officiellement sous ma garde, avec Jean comme tuteur désigné. La loi avait enfin reconnu ce que nos cœurs savaient déjà. Nous étions une famille. Ce soir-là, nous n'étions pas enfermés dans le silence du sous-sol. Jean avait accepté pour la première fois de célébrer Noël dans le grand salon de l'étage. Une table immense était dressée, ornée de branches de houx et de bougies parfumées. Sophie était là, accompagnée de ses propres enfants venus de Suisse, apportant avec eux une jeunesse et des rires qui chassaient les derniers fantômes de la rue de la Grande Côte. Jean portait un costume de velours sombre qui lui donnait un air de patriarche retrouvé. Ses mains, bien que marquées par l'âge, ne tremblaient plus. Au moment du toast, il se leva avec une dignité retrouvée. « Toute ma vie, j'ai cru que j'étais un simple artisan de la matière, commença-t-il, la voix ferme et empreinte d'une émotion contenue. Je pensais que réparer un jouet suffisait à effacer une faute. J'avais tort. On ne répare pas le passé, Héloïse. On construit le présent. Vous m'avez appris que la plus belle des mécaniques, c'est celle de la transmission et du pardon. » Je sentis mes yeux s'embuer. À 68 ans, je pensais avoir fini mon voyage, mais cet homme m'avait montré que l'on peut encore fleurir, même lorsque le gel semble avoir tout emporté. Soudain, Léo tira sur la manche de Jean. « Grand-père Jean, est-ce que c'est l'heure ?» Jean sourit et hocha la tête. Nous descendîmes tous ensemble vers l'atelier. Devant la grille, une dizaine d'enfants des quartiers populaires de la colline attendaient, les yeux écarquillés par l'espoir. Comme chaque année, Jean avait préparé des cadeaux, mais cette fois-ci, il n'était plus seul pour les distribuer dans l'ombre. C'était un spectacle magnifique et surréaliste, une ancienne enseignante rigide, un vieil artisan ressuscité et une avocate suisse, tous unis pour offrir des chevaux de bois et des poupées restaurées. Dans le regard de ces enfants, je voyais l'étincelle de vie que Jean avait si longtemps cherché à ranimer en lui-même. À minuit pile, alors que les cloches de la basilique de Fourvière sonnaient la naissance de l'espoir, les premiers flocons commencèrent à tomber sur Lyon. Mais ce n'était plus la neige glaciale et mortelle de 1984. C'était une neige de paix, légère comme une plume, qui recouvrait nos cicatrices d'un manteau de douceur. Jean s'approcha de moi et prit ma main dans la sienne, une main d'artisan, rugueuse mais incroyablement protectrice. Merci, Héloïse, de m'avoir permis de redevenir un homme. Merci à vous, Jean, de nous avoir appris que rien n'est jamais définitivement brisé. Léo courait dans la cour, son écharpe rouge flottant derrière lui, riant aux éclats avec ses nouveaux cousins. La rue de la Grande Côte n'était plus la rue des secrets et des peurs. Elle était devenue, pour nous et pour tout le quartier, la rue des promesses connues. Nous étions vieux, nous avions beaucoup perdu, mais ce soir-là, entourés de notre famille de sang et de cœur, nous étions les êtres les plus riches du monde. La vie, ce jouet précieux et fragile, avait enfin été réparée. La vie de chaque personne de plus de 50 ans est un roman d'une richesse inestimable. Aucun écrivain, aussi talentueux soit-il, ne pourra jamais égaler la vérité de vos propres expériences. Nous serions honorés d'écouter votre histoire. Un souvenir de pardon, une rencontre qui a changé votre destin ou un moment où vous avez dû reconstruire votre vie à partir de rien. Vos récits ne sont pas simplement des souvenirs, ils sont des leçons de vie précieuses pour ceux qui marchent dans vos pas. Seriez-vous prêt à ouvrir votre cœur et à nous raconter un chapitre marquant de votre propre voyage? Quelle est la plus belle chose que vous ayez apprise en réparant votre vie? That came across in the way that I engaged with every single person that I spoke to yesterday. And I had a good amount of time to really think about that when my headphones wouldn't work on my walk this morning. So that's my day. However, I do have a really nice coffee and I went for a nice walk in the sun this morning. And now I'm looking at Kate's face. But my weekend was really good. I had really good plans on Friday night. I went for dinner and drinks on Friday in Manchester, actually, Vish. Actually, quite fancy, in Didsbury. But not nice. In nice Didsbury, but not as nice Didsbury. And then I went for brunch, and then I went to my friend's house for her birthday, which was meant to be for a barbecue, but then the weather was kind of shit, so we just had picky
picky food, and it was really good. And I drank a bottle and a half of wine and a bunch of tequila. So yesterday was mainly spent being a hungover piece of shit. I went live though. Anyway, How are you though, Vish? Oh, you already said I'm all right. Diet Coke, well done. Good girl. Sorry. I've started saying good girl to Amanda all the time, and I fear it's spreading into my day-to-day life now. Say it again. Sorry. Again.